Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le sommaire de ce journal. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète, mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Mais quel est le profil à avoir? On en parle dans ce journal. Et puis des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché à telle enseigne qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Merci de votre fidélité. Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont portées disparues à travers le monde. Tuées, déplacées ou tombées au front, leurs proches restent parfois de nombreuses années sans aucune nouvelle d'elles. La Journée internationale des personnes disparues, célébrée ce 30 août, est l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur cette tragédie. Les disparitions forcées ne frappent pas uniquement les personnes directement concernées, elles touchent aussi durement leurs familles. Les disparitions sont une réalité, leurs causes sont multiples: la guerre, les déplacements de population, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Pour les familles des disparus, l'angoisse et l'incertitude restent la même. Selon les Nations Unies, il est impératif de faire face à cette tragédie et d'aider les familles de disparus à faire la lumière sur ce qu'il est advenu de leurs proches. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Suivez ce reportage pour plus de précision. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange, de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins.
Pour réussir une année scolaire ou même dans la vie professionnelle, certaines personnes font recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ce sont des personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Les qualités d'un bon coach, c'est dans cet élément. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Parlons à présent des chaussures et des hommes. C'est une histoire de goût, mais aussi parfois de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses. C'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc, ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile
appelée communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Allons maintenant en Guinée où pour accéder aux services publics, il faut désormais se munir d'un pass sanitaire. Son obligation date du 10 août dernier, mais l'application de la mesure a commencé jeudi dernier. Une décision des autorités face à la recrudescence des cas de Covid-19. L'objectif est d'encourager la vaccination. Moins de 4% de la population a reçu un vaccin contre le coronavirus. Malik Diakité, correspondant de France 24. Nous nous sommes par exemple rendus ce matin au ministère de la Santé et là-bas, le contrôle est strict. Des agents des forces de l'ordre postés à la rentrée appliquent à la lettre les instructions. Le lavage des mains, le port obligatoire des masques et la présentation du pass sanitaire. Même scénario au ministère des Travaux publics, des fonctionnaires que nous avons rencontrés obéissent à la règle. L'accès au ministère des Travaux publics, la présentation du pass est obligatoire. Et l'application est stricte, vous venez de le constater vous-même. Personne n'a accès, commencer par la première autorité jusqu'à la dernière personne. Personne n'a accès au ministère des Travaux publics sans le pass sanitaire. Mon pass vaccinal est devenu mon compagnon de tous les jours. Je suis obligé de sortir avec lui partout où tu mets pied aujourd'hui à Conakry, quel que soit le service. Si tu n'as pas de pass vaccinal, tu n'as pas d'accès. Donc, en tout cas, je suis sorti ce matin très heureusement avec ma carte vaccinale parce qu'à la PCG, ils ont exigé et cela est valable pour tous les visiteurs. Il faut préciser que tous les établissements publics n'appliquent pas la mesure. Nous avons observé en ville, dans certains départements ministériels, que l'accès était libre et qu'aucun geste barrière n'était respecté. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.